Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous vous proposons d'écouter aujourd'hui une rencontre enregistrée mercredi 17 décembre 2025 à la librairie Ombre Blanche avec l'historien Yves Pourchet, professeur émérite de sciences politiques à l'IEP de Toulouse, auteur notamment de livres sur Pierre Laval, tels que Pierre Laval vu par sa fille, ou encore le roman Moi José Laval. Il lui présentait ce jour-là son ouvrage paru chez Gossen, Qui a tué Nakache, enquête 1943-1962, dans lequel il revient sur la dénonciation et les conditions de l'arrestation du nageur juif algérien déporté à Auschwitz en janvier 1944. Yves Pourchet, grand connaisseur des milieux collaborationnistes, met à jour ici les témoignages de Nakache lui-même et de ceux qui l'ont arrêté et de ceux qui auraient pu le dénoncer. Il était en dialogue avec Tristan Rouquet, politiste et chargé de programmation scientifique et de médiation culturelle au musée départemental de la Résistance et de la Déportation. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Maxime de ce mot et merci à Ombre Blanche de l'accueil pour une rencontre autour du livre Qui a dénoncé Nakache, écrit par Yves Pourchet, professeur émérite de sciences politiques à l'IEP de Toulouse et qui propose donc un ouvrage sur la trajectoire d'Alfred Nakache, mais pas seulement. Ce livre peut se lire aussi comme une histoire de la ville de Toulouse sous l'occupation, on y reviendra, et dépasse le seul cas de Nakache ou de son altérité en quelque sorte avec Jacques Cartonnet pour parler du monde de la natation durant Vichy et l'occupation à Toulouse. Et ce livre n'est pas le premier livre de Yves Pourchet sur le sujet, parce que Yves Pourchet, en tant que professeur de sciences politiques, on peut voir que vous avez travaillé initialement dans l'anthropologie politique et puis principalement sur la Première Guerre mondiale, et puis vous en êtes venu progressivement à la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement à la collaboration. J'ai noté, peut-être à tort, mais comme un premier livre en 2002, Pierre Laval vu par sa fille José Laval, épouse de Chambrun. Et puis, vous êtes plutôt revenu sur la question à partir des années 2010. Donc, comment et pourquoi vous êtes dirigé progressivement dans vos recherches vers la Seconde Guerre mondiale, s'il vous plaît? Mais, écoutez, j'avais d'abord fait un livre qui pour moi a été très important, qui s'appelle Les Jours de guerre, qui portait sur la période 14-18. Et dans ces jours de guerre, j'avais voulu saisir la France de l'arrière. Voilà. La France des villages, la France des femmes, la France du deuil, de l'attente, etc., de la lenteur. Et pour faire ce livre, d'abord, on peut se demander toujours comment on peut saisir cette espèce d'atmosphère qui souvent n'a pas été écrite. Elle a été écrite par des romanciers, mais très peu par des historiens, c'est-à-dire voilà, la circulation du facteur qui vient apporter les lettres de deuil, etc. Et donc j'avais fait un tour de France, donc j'avais choisi des lieux en Bretagne, au Pays Basque, en Corse, en Lozère, donc où j'arrivais, je m'immergeais dans le lieu, dans les archives, et j'essayais de comprendre, ou en tout cas d'imaginer. Donc j'ai fait cette espèce d'écriture qui est une écriture un peu hallucinée, enfin, il faut le dire, où d'ailleurs je saisissais, où je mélangeais toutes les sources. C'est-à-dire je ne faisais pas un travail d'historien pur, en séparant les archives de l'écriture romanesque, pour la bonne raison, par exemple, que quand je lisais Julien Gracq, un bouquin comme La Presqu'île, ou d'autres romans, il me semblait que j'apprenais plus dans cette tentative de fiction, dans cette approche de fiction, que dans des écrits d'historiens. Donc j'ai tout mêlé, y compris une imprégnation personnelle, ce qui est, par exemple, découvrir les monuments aux morts, voir où ils sont placés, voir la liste des défunts, c'est-à-dire finalement une plaque, aujourd'hui, est un document anthropologique. On voit des noms, des prénoms, qui aujourd'hui, évidemment, seraient totalement différents. Cette France de 1914. Donc j'ai fait ça, ce livre. J'en suis sorti très bouleversé, en vérité. Voilà.
Parce que je pense que de toute façon, dans un sujet, il faut toujours garder un travail de distance, un peu comme si on était un clinicien. Et si on approche trop du sujet, et notamment ces sujets qui sont extrêmement douloureux, eh bien, on en ressort véritablement très affecté. Et donc, j'ai voulu arrêter un peu sur la guerre de 14. Je n'ai pas voulu devenir un spécialiste de la guerre de 14, comme certains l'ont été. Et ensuite, quand l'éditeur m'a dit, mais écoutez, proposez-nous autre chose, je me suis dit, j'ai cherché. Alors il me disait, mais faites quelque chose sur l'Auvergne, parce que j'avais fait antérieurement une thèse, un livre qui s'appelle Les Maîtres de Granit, qui racontait un peu les grandes familles de Lozère. Et donc il me disait, bon ben voilà, l'Auvergne c'est un sujet qui peut être intéressant, et puis réfléchissez peut-être aussi à une biographie. La biographie à l'époque était un genre historique qui fonctionnait, voilà, qui a diminué. Et donc, à un moment donné, l'Auvergne et puis une biographie, je me suis dit, mais pourquoi ne pas rouvrir le dossier Laval, cette espèce de gueule terrible de Laval, qui est aujourd'hui accusé, enfin, mais qui porte la faute nationale, la faute d'une histoire, voilà, comme si on s'était déchargé sur lui, qui est d'ailleurs le seul président du Conseil à avoir été fusillé, quand même. Je veux dire, on n'a pas fusillé Pétain, on n'a pas fusillé, mais il était nécessaire, du point de vue de la résurrection de la France, il faut bien le dire, de trouver quelqu'un qui allait expier véritablement ces années d'occupation et ces années de collaboration. Donc, j'ai proposé le sujet qui a été accepté. Au début, je pensais faire d'ailleurs une forme de biographie en reprenant des dossiers. Et puis, en entrant en contact avec le gendre de Laval, que j'ai connu et fréquenté pendant 5 ou 6 ans, qui était déjà un très vieux monsieur, qui était le comte René de Chambrun, où, en fouillant, en passant du temps, parce qu'il m'avait ouvert à la fois ses bureaux et puis son appartement de la place du Palais Bourbon. Alors, je ne sais pas si vous voyez où se trouve la place du Palais Bourbon, c'est-à-dire en face de l'Assemblée nationale, un appartement formidable. Un jour, je l'ai vu regarder des petits carnets. Sa femme était morte en 1992, et on était en 1994, c'est-à-dire 2 ans après son décès. Et il lisait des petits carnets qui étaient les carnets intimes de sa femme. Et il redécouvrait l'histoire, en vérité, où il faisait semblant, puisque c'était un formidable comédien. Et donc, à partir de là, je me suis dit, il y a peut-être une source absolument différente, qui n'est pas une source composée a posteriori, mais une façon d'entrer dans cette histoire à la fois personnelle, familiale des Laval, et une histoire de l'occupation, puisqu'elle a été directement associée et qu'elle a passé sa vie à défendre la mémoire de son père. Voilà, et c'était comme ça, en écrivant ce livre, qui m'a pris à peu près 7 ans de doute, parce que je ne savais pas du tout comment composer une écriture. Vous pouvez avoir, parce que évidemment, ces carnets, c'était des notations personnelles qui mêlaient tout, c'est-à-dire ses rencontres, les rencontres de son père, puisque son père était son héros, sa seule raison de vivre en vérité. Et donc on avait là, comment composer une écriture à partir de flash, vous voyez, ce qu'on peut retenir de ce qu'on fait chacun dans une journée, notre propre journée. Et je trouvais que dans ce document qui était complètement extraordinaire, parce qu'il y a peu de femmes qui ont écrit de 1936 à 1992, tous les jours, cette espèce d'astreinte pour raconter, pour noter les événements de leur vie, la fréquentation des gens, etc. Au début, j'étais complètement perdu, parce qu'il y avait une telle galaxie de personnages que je ne connaissais pas, qu'il m'a fallu absolument redécouvrir comme ça. Et c'est de cette façon-là qu'étrangement, je suis rentré dans ce monde des années françaises, de 1940 à 1944. Et donc, à partir de là, je me suis initié, un peu comme un anthropologue découvrant une nouvelle société. Ce monde de la richesse, de la fortune m'était totalement étranger. La composition de cette société bourgeoise parisienne m'était totalement inconnue. Et donc, je suis rentré dans là. Et en même temps, j'ai abordé des questions essentielles de la responsabilité en posant des questions fondamentales, c'est-à-dire, étaient-ils vraiment des antisémites? Voilà, une
question fondamentale. Or, Laval, qui a une gueule de gitan, Dru-La Rochelle dit c'est une espèce de roulure fait par un bohémien derrière, enfin, des mots absolument terribles, c'est-à-dire qu'il a éprouvé lui-même dans sa jeunesse et dans sa vie le rejet et évidemment une certaine forme de racisme, qu'il faut bien appeler. Laval, dont tous les collaborateurs dans son cabinet, ou la plupart étaient juifs, voilà. Comment comprendre que quelqu'un qui n'a jamais, ne s'est jamais posé ce type de questions, devienne celui qui bâtit, ou en tout cas qui permet l'éclosion d'un antisémitisme d'État? Ça, c'était des questions absolument fondamentales. Et ensuite, quelqu'un qui a été président du Conseil 2 fois dans sa vie, c'est-à-dire en 1931 et 1935, comment il peut accepter de revenir au pouvoir dans des conditions absolument que personne normalement censé voilà, c'était des gens qui étaient instruits, informés de la situation internationale, qui savaient exactement ce qui se passait du point de vue de ce qu'était le régime nazi. Comment ont-ils pu accepter tout cela? Voilà. C'est à partir de là que je n'ai jamais, de ce moment, cessé en quelque sorte de tirer le fil de cette histoire. Alors cette histoire, elle se prolonge avec d'autres ouvrages autour de José Laval de Chambrun, autour de Vichy, je pense à Vichy, Théâtre des Ombres, plus récemment L'exil des collaborateurs, et puis vous êtes également rapproché de Toulouse avec Brasse Papillon, consacré à la figure de Jacques Cartonnet. Alors on va y revenir sur Jacques Cartonnet, mais c'est peut-être le prélude à cette étude sur Nakache ou je me trompe? Non, pas tout à fait. C'est-à-dire pourquoi je me suis lancé, pourquoi je me suis rapproché de Toulouse en vérité, tout en vivant à Toulouse depuis presque 30 ans. Voilà, non. Donc toutes les histoires que je cherchais n'étaient pas à Toulouse. Et à un moment donné, bon, c'est vrai que j'ai été lassé, par exemple, de devoir aller aux archives nationales, monter à Paris. C'est devenu très compliqué. Les archives, je veux dire, organiser un séjour. On sait très bien que, vous le savez comme moi, une semaine ou un mois d'archives, on ne fait pas grand-chose. Donc on a besoin, à un moment donné, sans arrêt, de revenir. Et je cherchais une histoire à Toulouse. Voilà. Et un jour, en lisant une histoire de la collaboration, je vois citer le nom de Cartonnet, Jacques Cartonnet, condamné à mort par la Cour de justice de Toulouse en 1945, au mois de mars 1945. Et donc je me suis dit, s'il est condamné à mort à Toulouse, c'est qu'il y a un dossier d'archives. Donc je suis allé aux archives départementales. D'abord j'ai regardé un peu, j'ai dit, tiens, il a une gueule, c'est curieux, condamné à mort, c'est pas rien quand même. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé pour que qu'un nageur soit condamné à mort? Je veux bien que Laval soit condamné à mort, mais un nageur, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je suis allé aux archives départementales. J'ai trouvé le dossier, c'est un dossier en contumace, c'est-à-dire en absence. C'est-à-dire quand il est condamné à mort, il n'est pas là. Il est parti à Sigmaringen, il s'est réfugié en Espagne, en Italie. Ensuite. Donc, il n'est pas là. Mais la Cour de justice, alors les cours de justice sont des juridictions d'exception qui sont créées au moment de la libération. Vous avez 4 jurés et le président. Donc les décisions, il fallait condamner, il fallait y aller. Et donc la décision tombe. Mais dans le document, dans le procès proprement dit, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques éléments épars. Mais surtout la condamnation à mort est donnée tout simplement parce qu'il existe dans le code pénal à ce moment-là un article 75 qui définit ce qu'on appelle les intelligences avec l'ennemi. Voilà. Si vous avez entretenu des intelligences à l'ennemi, vous êtes condamné à mort. Or, les intelligences avec l'ennemi, c'est par exemple ce qu'a été Cartonnet, être milicien. Vous êtes engagé dans un mouvement qui était favorable à la collaboration. Et puis, il y a des choses que je vais découvrir, c'est-à-dire, par exemple, Cartonnet, pendant l'occupation, qui est un antisémite, véritablement, mais qui est un champion extraordinaire, un champion qui devient antisémite, qui se réfugie lui aussi à Toulouse,
comme Nakache. On va y venir, les deux hommes se connaissent parfaitement, mais Cartonnet, qui à ce moment-là tient une boulangerie-pâtisserie au 38 rue de la Paume, donc, effectivement, ce qui est très pratique quand on aborde cette histoire, c'est que les lieux sont là. Toute l'histoire défile dans les rues. Vous passez devant les numéros, vous les voyez, vous pouvez imaginer d'ailleurs la pâtisserie Cartonnet. Or, Cartonnet, pendant l'occupation, casse des vitrines avec des jeunes, il les excite, pour casser les vitrines des magasins juifs. Voilà, comme ça. Et Cartonnet sera soupçonné, notamment, d'avoir dénoncé Nakache. Donc, la question qui se posait, mais qui m'intéressait, c'était de saisir d'abord le groupe des nageurs, c'est-à-dire comment la natation devient elle-même contaminée par l'histoire et par la responsabilité politique, proprement dite. Voilà. La présence à Toulouse exceptionnelle, extraordinaire de nageurs comme Nakache qui vient se réfugier à Toulouse, Cartonnet, d'autres qui sont là, tout simplement parce qu'il y a une piscine formidable et parce qu'il y a un très grand club qui s'appelle le TOEC. Donc les gens viennent aussi pour ça. Ils sont déjà venus dans l'entre-deux-guerres, mais ils veulent continuer à être des nageurs. Ce sont des nageurs. Donc que fait un nageur dans la vie? Il veut nager. Donc ils viennent ici à Toulouse. Et ça crée un petit monde où, évidemment, les choses qui existaient dans l'avant-guerre, en quelque sorte. Nakache était juif, il n'est pas devenu juif parce qu'il est venu à Toulouse. Cartonnet était antisémite avant, il se fréquentait. Mais les choses vont éclater du fait des événements terribles, notamment de l'année 1943. Alors effectivement, si Alfred Nakache se retrouve à Toulouse, c'est parce que sa vie est heurtée par la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il est juif, il est né en Algérie, à Constantine, et il n'aurait pas dû se retrouver à Toulouse. Il y revient vraiment en passant la ligne de démarcation de manière clandestine avec sa femme Paul, qui est enceinte de 6 mois, de la petite Annie. Qui c'est Alfred Nakache en décembre 1940 quand il est contraint de franchir clandestinement la ligne de démarcation? Il est normalement professeur d'éducation physique, c'est pas ce qu'il va faire à Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la vie de Alfred Nakache jusqu'à son arrivée à Toulouse? Alors, juste pour préciser, Cartonnet est né en 1911, Nakache en 1915. Voilà. Donc on vient d'ailleurs de fêter son anniversaire. Donc il est né. Bon, tout ça a été raconté. Moi la vie de Nakache, je la reprends à travers des lectures. En tout cas des connaissances ou des films qui ont été faits. Donc c'est un enfant d'Algérie, de Constantine, qui est très doué, enfin, qui découvre la natation et qui vient à Paris. Enfin, il y avait des clubs en Algérie, dans l'Algérie qui était française à l'époque. Et donc il vient, en gros, en 1934, il s'inscrit, il vient au lycée Janson de Sailly, qui est un grand lycée parisien, d'abord comme élève et puis comme élève-professeur par la suite. Et il s'inscrit au Racing, puis il changera d'autres clubs. Donc c'est quelqu'un qui est très fort, très doué. Il est en progression. Je veux dire, en 1934, c'est encore quelqu'un qui a besoin d'avancer. Donc à l'époque, en 1934, le grand nageur, c'est Jean Taris. Voilà. Un immense nageur. Et Cartonnet. Parce que Cartonnet a lui-même déjà, bon, il est un peu plus vieux, c'est normal, il a participé aux Jeux Olympiques de Los Angeles, et Cartonnet est quelqu'un d'absolument physiquement remarquable. Mais la compétition va se faire d'abord entre Cartonnet et Taris, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Taris va se retirer de la natation, il est déjà âgé, et ils s'affrontent. Bon. Alors ce sont des affrontements, il faut bien le comprendre, mis en scène. C'est-à-dire que la natation a besoin de spectacle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que tout ce qui est dit dans la presse, que des nageurs qui s'affrontent se détestent. Ce n'est pas forcément ça. Bon. La natation a besoin de spectacle,
Et comme elle a besoin de recettes, et c'est un grand spectacle, la natation dans l'entre-deux-guerres, peut-être plus encore aujourd'hui. C'est-à-dire, on l'organise comme tel. Donc il faut organiser de l'affrontement. Donc l'affrontement existe d'abord entre Tharys et Cartonnet, et quand Tharys disparaît, l'affrontement va devenir entre Nakache et Cartonnet. Et Cartonnet, qui est un brasseur, il détient des records en brasse, et notamment dans le 200 mètres de brasse, admet très bien la compétition tant que Nakache reste en nage libre, c'est-à-dire en crawl. Mais à un moment donné, après les Jeux Olympiques de Berlin, en 1936, où Cartonnet, à cause de sa vie absolument folle, parce que c'est quelqu'un qui, évidemment, fait la fête, commence à picoler, puis a une vie privée à l'époque très déréglée, on ne sait pas, il semble qu'il est homosexuel, etc. Enfin, quelque chose qui est un peu chaotique, et puis notamment avec un maire d'Auxerre, René Tour, Jean-Michel René Tour, enfin, il y a beaucoup de récits derrière lui. Cartonnet ne participe pas aux Jeux Olympiques, Nakache, oui. Les résultats ne sont pas très bons pour l'équipe de France. Ils finissent quatrième, je crois, etc. Mais à un moment donné, aux Jeux Olympiques, c'est ce que raconte l'entraîneur national Georges Herman, qui forme les champions. Herman lui dit, il faut que tu passes au papillon. Et tu vas nager au papillon en brasse. Et donc, comme à l'époque, la brasse mélange les deux styles, c'est-à-dire le style classique et le style papillon. Les nageurs commencent souvent en papillon et terminent en classique. Ils ne tiennent pas la longueur. Il n'y a que les Russes qui tiennent la longueur. Un gars qui s'appelle Boïchenko. Mais les Russes, tous les records russes ne sont pas homologués parce que la fédération russe, enfin l'URSS, n'appartient pas à la fédération internationale. Donc leurs records sont complètement balayés. Mais Nakache se met au papillon et il bat. Et Cartonnet, évidemment, va porter l'affaire à la fois sur un plan personnel et aussi sur un plan politique. C'est ça. Cartonnet qui écrit dans des journaux et qui devient de plus en plus à droite, puisqu'il s'est inscrit au Parti populaire français, qui est le parti de Doriot, qui fait du spectacle politique, et c'est évidemment de détourner la chose. Et voilà, c'est ce qui passe. Nakache, lui, continue sa progression. Il sait qu'il va gagner, pratiquement. Des hommes comme Tharys et Herman, l'entraîneur national, l'encouragent, ce qui fait qu'il y a une forme de... Et Cartonnet fait le zouave. Je veux dire, il fait de la provocation et il fait le spectacle. Mais ce spectacle sert aussi aux autres, parce qu'il tire en haut. Mais il défie sans cesse les autorités, les fédérations nationales, etc. Il se moque d'eux, en vérité. Voilà, c'est quelque chose. Nakache avance. Et quand il revient, quand il arrive à Toulouse, à cause des événements, c'est-à-dire effectivement le premier statut des Juifs du 4 octobre 1940 l'exclut de la fonction publique, donc il ne peut plus être professeur, et l'abrogation des décrets Crémieux le prive de sa nationalité française. Il n'est plus français, il est apatride. Donc quand il revient, quand il arrive à Toulouse, il vient dans ces conditions. Mais c'est ça que moi j'ai découvert et qu'on découvre dans les archives, c'est-à-dire que le régime de Vichy était un régime relativement ambigu en quelque sorte, où des gens comme Nakache, c'est-à-dire apatrides et juifs, pouvaient continuer à être protégés par exemple par les autorités et ne rencontraient pas vraiment de problèmes dans leur vie quotidienne. Alors, autre anachronisme à éviter, c'est qu'on imaginerait que ces nageurs sont des nageurs professionnels. Pourtant, s'ils sont à l'occasion rémunérés, ça ne peut pas être leur corps de métier. Donc, qu'est-ce qui fait Nakache quand il arrive à Toulouse? Il se rapproche de la famille Pallard. Voilà. Alors ça c'est très, très important. Et d'ailleurs, je dirais pourquoi j'ai fait ce livre. Parce qu'après tout, ce livre, je l'ai fait un peu contraint. Je n'avais pas envie de faire ce livre. Voilà. Je n'avais pas envie de faire ce livre parce que je trouvais que le premier que j'avais fait sur Cartonnet était suffisant. Mais
ce sont les autres livres, les autres auteurs. Et en tout cas, la réaction de du public, des lecteurs, je me suis dit, on ne peut pas écrire l'histoire de cette façon. Voilà. Il faut à un moment donné dire les choses. C'est-à-dire, si on désigne un coupable, il faut la preuve de la culpabilité, quoi. On ne peut pas faire comme ça. Hein. Donc, juste pour dire, parce que c'est mentionné dès l'intro du livre, qu'on associe directement la dénonciation d'Alfred Nakache à Jacques Cartonnet. En fait, c'est initialement sur ça que vous réouvrez le dossier. Et pourtant, quand on est fin 40, début 41, la famille Pallard aide la famille Nakache à arriver à Toulouse. Voilà. Alors, donc, qui sont les Pallards ? Voilà. Qui sont ces gens, et ces gens sur qui je vais m'attacher, parce qu'il y a des archives, et je vais montrer, enfin je montre notamment dans ce livre, que la question de la dénonciation est beaucoup plus complexe, que la désignation de Cartonnet est peut-être possible, c'est peut-être le coupable, mais en tout cas la justice et Nakache lui-même se sont attachés à d'autres personnages, notamment les Pallard. Pallard est un commerçant en tissu, qui est de Marmande, je crois, et puis qui a travaillé à Strasbourg, à Paris. À Paris, son fils est nageur, donc ils se connaissent. Il est plus jeune que Nakache, mais ils se connaissent tous les deux. Les nageurs, il faut comprendre ce que sont les nageurs. Ils partagent des moments, des compétitions, ils vont à l'étranger. Tous ces jeunes sont amis. Enfin, en tout cas, voilà, ils feront un peu la fête, il faut vivre. C'est ce qui se passe. Et donc, Pallard, le père, revient à Toulouse, il ouvre un magasin de tissus. Son fils s'inscrit au TOEC, donc il est au TOEC normalement, et Pallard deviendra un des dirigeants, le père Pallard deviendra un des dirigeants du TOEC, à côté de Launay et de Morand, il devient un des dirigeants du... Donc, et le père Pallard est un père qui s'occupe beaucoup de son fils, c'est-à-dire qu'il l'entraîne aussi, voilà. Il le pousse à un moment donné, trop pour ce gamin. Et le père Pallard entretient de bonnes relations avec Nakache. Il dit, je le considérais comme mon fils aussi, c'était mon deuxième fils. Alors il faut se méfier des mots, hein, parce qu'évidemment je peux dire ça après les faits. Et quand Nakache arrive à Toulouse, le père Pallard achète le gymnase de la rue Féréal pour le confier à Nakache. Et donc, moi, j'ai retrouvé le contrat qui lie les Nakache, c'est-à-dire Alfred et Paul, qui est aussi professeur de sport, pour la location de ce... Mais dans le contrat, tout est précisé. Le coût, les revenus, le partage des bénéfices, c'est-à-dire Nakache s'engage à exploiter ce gymnase. Et donc, à partir de là, parce que c'était bien de venir se réfugier à Toulouse, mais en 1940, tous ces gens-là ne peuvent pas faire que de la natation. Il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils vivent dans une période qui est absolument terrible. Or, le père Pallard, à ce moment-là, donne au Nakache le moyen de vivre et permet à Alfred de continuer à s'entraîner. Voilà ce qui se passe. Jusqu'au moment où les choses vont déraper, quoi. Alors ça permet à Alfred Nakache de continuer de s'entraîner et à ce titre-là, il performe. Il performe d'une part au niveau même en quelque sorte international avec des records et aussi avec cette ambiguïté alors très relative puisque c'est effectivement un antisémitisme d'État qui se met en place avec le régime de l'État français, le régime de Vichy, statut des Juifs du 3 octobre 1940. Si vous avez 3 grands-parents juifs, vous êtes considéré comme juif. Si vous avez 2 grands-parents juifs et que vous avez épousé un juif ou une juive, vous êtes considéré comme juif par l'État, ce qui vous exclut de la fonction publique et tout un tas d'autres professions. Et puis un deuxième statut des Juifs du 2 juin 1941 qui va augurer le recensement de tous les Juifs sur l'ensemble du territoire, donc y compris la zone non occupée. En même temps de cet antisémitisme d'État qui exclut et rend donc du coup les Juifs, ou les Juifs en tout cas perçus comme tels par l'État, plus fragiles aux persécutions
antisémites. On va retrouver Nakache dans des promotions d'État de la natation en Afrique du Nord, avec le ministre des Sports, par exemple. Donc Nakache performe au niveau sportif après son arrivée à Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, tout à fait. De toute façon, il va battre le championnat du monde en 41. Il continue. La progression est fulgurante de Nakache. Il ravit tous les titres, pratiquement. Nage libre et brasse. Donc, il est pratiquement imbattable. Alors, bon, il faut imaginer la période de l'occupation. Les compétitions sont difficiles à organiser. Vous avez d'ailleurs une stricte séparation qui sépare les nageurs de zone nord et les nageurs de zone sud. Ce qui fait que les rencontres entre ce qu'on appelle les nageurs de zone occupée et de zone libre sont très difficiles. Et les rencontres internationales sont pratiquement impossibles. Voilà. Donc, ce sont les conditions. Mais la natation, heureusement, survit. Voilà. Elle n'abandonne pas. Elle est d'ailleurs, pour certains, un acte de résistance entre guillemets. Nakache, pendant longtemps, semble, et je crois qu'il est protégé par toutes les autorités. Il est protégé par Borotra, qui est le commissaire au sport, le tennisman, et Nakache devient une vitrine ou un argument de la propagande coloniale. C'est-à-dire Vichy, qu'est-ce qui reste à Vichy ? Une petite partie de France, tout le reste, et l'Empire. Donc l'idéologie de l'Empire est très importante à maintenir, et quand Borotra va faire sa tournée, il amène Nakache. Mais quand Pétain vient en visite à Toulouse, Nakache est là. Il nage, il est en face le maréchal. Et en même temps, et vous le notez, il y a une archive du 30 mars 1942 où le commissaire général aux questions juives, Xavier Vallat, demande si Alfred Nakache a été effectivement recensé en tant que juif. Donc ces deux choses existent en même temps. C'est la contradiction et la folie de l'époque. C'est-à-dire qu'en même temps, on en fait un héros, et en même temps, on en fait un juif, apatride. Et Vallat écrit en disant est-ce qu'il a bien été recensé ? Et le préfet répond oui. Il a été recensé avec sa petite fille. Alors ça où je ne comprends pas, Alfred et sa fille sont recensés, pas Paul. Personne, je ne trouve pas, ou je n'ai pas trouvé, la trace, et personne ne va s'interroger à Paul. Voilà. Donc, bon, c'est comme ça. Il ne faut pas imaginer que tout soit cohérent, tout soit complet, et qu'on ait des lectures immédiates. Donc Nakache, il est dans cette zone. Mais bon, la vie est une vie terrible à ce moment-là. Voilà. Et la perception de l'événement et du danger n'est pas forcément immédiate. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, évidemment, on n'a pas de témoignage direct sur. C'est peut-être la grande difficulté pour écrire cette histoire, c'est que ni Nakache ni Cartonnet nous ont laissé d'écrits proprement dit sur ce qui s'est passé. Donc on n'a que des archives de police, de justice, etc. Vous écoutez Yves Pourchet à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mercredi 17 décembre 2025, autour de son ouvrage « Qui a tué Nakache ? Enquête 1943-1962 ». Et à ce titre-là, il y a de nombreux témoignages, principalement d'après-guerre, qui font l'essentiel des sources du livre et dans lesquels ça permet d'éclairer un peu plus en détail les liens de Nakache avec la résistance, avec d'une part un témoignage vis-à-vis de l'armée juive, et d'autre part, et c'est très important me semble-t-il dans le bouquin, un témoignage sur les liens de Nakache avec la Légion française anti-Axe, qui pour Toulouse serait lié à André Fouché-Créteau, qui est également nageur, et à son frère Roger. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les liens de Nakache avec la résistance ? Je comprends ça. C'est déjà compliqué, on rajoute de la complexité, mais pourquoi les choses devraient-elles être simples ? Est-ce que la vie est simple ? Et est-ce que surtout aujourd'hui, dans des périodes de danger, est-ce qu'on comprend tout ? Est-ce qu'on peut séparer les bons et les mauvais ? Parce que c'est toujours ce qu'on cherche à faire. Est-ce qu'il n'y a pas toujours cette espèce de zone grise ?
D'autant plus que si on oppose on ne peut jamais opposer deux personnages. Parce que ces deux personnages, ils sont entourés. Il n'y a pas que Nakache et il n'y a pas que Cartonnet comme nageur. Il y en a des tas d'autres. Il y a Tailly, mais Tailly est prisonnier. Il y a Roland Gibel qui va venir nager, qui gagne. Il y a Pallard, donc le jeune Pallard qui nage. Et puis il y en a des tas d'autres. Donc la piscine, ce n'est pas un endroit où il n'y a que deux nageurs ou deux hommes dans la piscine. Et puis il y en a deux autres, enfin un autre qui s'appelle André Fouché-Créteau. Et son frère qui va passer. Le nageur, c'est André. Celui sur qui va porter beaucoup de choses, c'est son frère, Roger Fouché-Créteau. Alors, qui sont ces deux frères, Fouché-Créteau? Roger Fouché-Créteau, ce sont des gens de Neuilly-sur-Seine, donc rien à voir avec Toulouse. Il faut imaginer que à Toulouse sont arrivés des tas de gens, voilà, qui ne sont pas des Toulousains. Voilà, ils se sont réfugiés ici, où ils passent. Roger Fouché-Créteau avait créé un journal d'étudiants qui s'appelle Olaé. Voilà. Dans une époque d'entre-deux-guerres, où on s'interrogeait sur la question du pacifisme. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, après la guerre, le non à la guerre qui a dominé dans une partie de la classe politique, mais aussi de la jeunesse. C'est-à-dire, nous, jeunes, nous ne pouvons pas nous préparer à la guerre. Voilà. Il faut trouver une autre solution que la guerre. La guerre est quelque chose... Quand on a vécu 14-18, on sait ce que c'est. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, Fouché-Créteau crée ce journal, et dès 1931, 32, 33, il lance un cri d'alarme face aux nazis. Voilà. Donc, si on a des brochures, mais en même temps, dans une période, il rencontre des pacifistes de gauche, dont notamment un qui s'appelle Jean Lucher, qui va devenir le patron de la presse et qui va se rallier, qui va être un collabo, et qui devient l'ami d'Otto Abetz, qui sera l'ambassadeur. Donc une période totalement ambiguë. Mais Roger Fouché-Créteau fait ça. Et au moment de l'occupation, il crée un mouvement qui s'appelle les Légions françaises anti-Axe, un mouvement de résistance, ce qui nous amène aussi à réfléchir sur la définition de la résistance. Que fait ce mouvement de résistance? Eh bien, il envoie des lettres de menaces aux collabos. C'est sa principale fonction. Et des menaces de mort. Or, au moment, j'en parle de ces championnats de France qui vont être organisés, c'est-à-dire qu'en 1943, la Fédération française de natation décide d'organiser justement une rencontre interzone, une rencontre nationale. Et pour éviter... Alors, 1943, c'est une année déterminante, parce que, évidemment, les Allemands ont envahi la zone libre. Il n'y a plus en tout cas difficilement. Toute la France est occupée. Toulouse est occupée. C'est-à-dire à partir de novembre 1942. Et là, il y a eu un basculement absolument terrible. Les Allemands sont à Toulouse. Jusqu'en novembre 1942, il n'y avait pas d'Allemands à Toulouse. La Gestapo s'est installée. Tous les services allemands se sont installés autour de la place Wilson, etc. Vous avez les services allemands. L'Ours Blanc est devenu à un moment donné le premier siège de la Gestapo. La rue Meignac va devenir le siège sinistre de la Gestapo. Donc les Allemands sont là, avec tous ces services. Mais il reste quand même une différence entre ce qui était la zone, proprement dite, la zone nord, et puis la zone sud. Ce qui fait que la Fédération française de natation, pour ne pas exposer Nakache en le faisant venir à Paris, parce qu'on sait que s'il vient à Paris, il sera immédiatement arrêté et envoyé en camp, à Auschwitz, dit on va organiser les championnats à Toulouse. Voilà ce qui se passe. Et les légions anti-Axe, à un moment donné, envoient des menaces aux nageurs en leur disant attention, si vous participez, à la suite notamment
de l'exclusion de Nakache, parce que, évidemment, c'est organisé à Toulouse, mais dès que les Allemands s'aperçoivent que, évidemment, ça a été une ruse, ils disent « nous interdisons à Nakache de nager ». Et à ce moment-là, tous les nageurs du TOEC vont être solidaires de Nakache. Voilà, de je suis partout, dénoncer la participation du juif Nakache. Il disait tout simplement, Nakache peut être un champion, mais il ne peut pas être un champion français puisqu'il est juif. Comment comprendre ça? Donc il faut absolument le séparer. Et donc la Gestapo, qui prend tous les pouvoirs à Toulouse à ce moment-là, une grande partie, interdit Nakache de nager, et ces légions anti-Axe, dirigées par Roger Fouché-Créteau, envoient des menaces aux autres nageurs, à tous les nageurs d'ailleurs, et à tous les dirigeants du sport, en disant « Attention, si vous participez à cet événement, vous serez sanctionné, ou vous serez frappé. » Voilà. Donc tout le monde reçoit des menaces. Ces championnats ces critériums, ces championnats de France vont se dérouler le 14 et le 15 août 1943. Les gens du TOEC refusent de nager, d'autres vont s'exclure. André Fouché-Créteau, paradoxalement, ne nage pas. Mais les nageurs parisiens sont descendus. Roland Pallard nage, voilà, sous la direction de son père, et Gibel nage, etc. Voilà, l'événement, Nakache est absent, je dirais ensuite où c'est qu'il est parti, parce que ça me semble très important. Et après ces championnats, le mouvement des légions anti-Axe envoie une menace de mort au père Pallard en lui disant « vous allez être frappé ». Et c'est à partir de là que les choses absolument dérapent. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ces archives absolument extraordinaires que personne jusqu'à présent n'avait consultées, pour des raisons bien précises. Eh bien, à ce moment-là, le père Pallard dit « Eh bien, moi, je vais porter plainte contre ce mouvement ». Et évidemment, il porte plainte à la police. Et on peut imaginer, mais ça, on n'a pas preuve, que la plainte de Pallard a déclenché tout un mouvement de répression qui va frapper Fouché-Créteau, un autre nageur qui s'appelle Henri Krakowski, qui était un nageur absolument extraordinaire. Je trouve qu'on ne parle pas suffisamment à Toulouse d'Henri Krakowski, qui était venu ici, qui était un juif, mais naturalisé. Il y a une photo absolument extraordinaire que j'ai retrouvé, qui est un gars absolument lumineux et qui est mort à Auschwitz. Donc, et ensuite Nakache, qui est sa femme et sa petite fille qui vont être. Donc la plainte aurait pu déclencher la vague de répression et la vague d'arrestation. Alors il y a l'enjeu donc de la plainte de Vincent Pallard suite à des menaces de mort par la Ligue française anti-Axe, avec laquelle Nakache aurait un petit peu travaillé, dit-il, pour quelques tracts, etc. Mais cela dit, alors que la famille Pallard a initialement mis à disposition des Nakache un gymnase, avant même ces critériums nationaux, à l'équivalent donc des championnats de France des 14 et 15 août 1943, il y a des tensions qui s'observent entre les Pallard et les Nakache vis-à-vis du gymnase, vis-à-vis aussi de la concurrence en termes de natation entre d'une part Roland Pallard et Alfred Nakache. Alors ça c'est ce qui nous instruit sur les périodes terribles. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est là, on se serre la main, on se fait des sourires, on s'aime, et puis demain on se déteste. Voilà. Il y a quelque chose. Donc j'en étais resté là. Pallard accueille Nakache et lui permet de travailler. Et puis tout à coup, tout va basculer. Pourquoi ? Tout simplement parce que le père Pallard va reprocher à Nakache de ne pas être un bon commerçant, de ne pas s'occuper du gymnase qu'il lui a confié. Et donc, il dit, Nakache passe plus de temps à l'entraînement qu'à s'occuper de son affaire. Et moi, je ne peux pas supporter ça. C'est ça qu'il pense. Et donc, il décide de vendre le gymnase
Et il veut le vendre à plusieurs personnes. Et puis à un moment donné, les dirigeants du TOEC, Launay et Morand, disent nous, on va acheter, pour protéger Alfred, on va acheter ce gymnase, comme ça il pourra continuer. C'est ce qui va se faire. Mais la rupture est établie. La détestation est faite. Et Roland va avoir... C'est là que le basculement dans l'antisémitisme, pour des gens qui n'étaient peut-être pas du tout antisémites, à un moment donné, Roland aurait dit des choses absolument terribles. Par exemple, en disant, on ne peut pas faire jouer ce sale juif dans notre équipe, en parlant de Nakache, alors qu'ils étaient des copains. Je veux dire, comment mon copain, tout d'un coup, je peux dire sale juif. Tu n'es qu'un sale juif. Voilà. Et c'est cette montée en détestation qui va pousser les hommes. Ce qui fait que Nakache lui-même, quand il désignera les coupables, il s'attachera au début un peu à cartonner, il le dira, mais ensuite, sa vindicte et sa détestation portera sur les Palards. Et la véritable découverte que j'ai faite, c'est les conséquences de la plainte de Pallard quand il et qui va provoquer une seconde plainte après la libération, celle de Fouché-Créteau et de Nakache contre les Pallards, ce qui permet de découvrir un document qui est un document extraordinaire, mais qui était conservé aux archives de la justice militaire. Voilà. Parce que la France est bizarrement constituée du point de vue à la fois de sa justice et du point de vue de ses archives. Donc il fallait penser à aller trouver au Blanc, dans l'Indre, le dossier Pallard pour découvrir des documents absolument extraordinaires, y compris 3 témoignages de Nakache directs, où il apporte quand même un certain nombre d'éclaircissements sur ça. Par exemple, toutes les affirmations en disant Nakache avait cherché à passer en Espagne avec sa petite fille et puis était revenu. Nakache dit mais pas du tout. J'avais envie. Son engagement de la résistance, il dit mais moi j'ai pas fait grand chose. Il était évidemment, il participait aux légions anti-Axe. Mais quand il désigne, il dit mais moi j'ai simplement donné quelques listes de noms et quelques adresses. Et surtout il apporte un document formidable, une révélation qui est stupéfiante si elle est vraie. Quand les agents de la Gestapo l'interrogent, ils lui disent nous avons sur vous 25 lettres de dénonciation. Voilà, nous avons 25 lettres de dénonciation. Et vous comprenez, enfin c'est presque Nakache rapporte ça, que nous sommes obligés de sévir, pratiquement. C'est peut-être un discours et une fausse manœuvre, mais en tout cas les agents de la Gestapo disent ça à Alfred, qui le rapportera dans ce témoignage. Et ensuite, voilà, c'est ça la réponse. Est-ce qu'elles existaient ? Peut-être. Peut-être y avait-il 25 lettres de dénonciation, ce n'est pas du tout impossible sur Nakache. Et ensuite, le fait que Nakache n'ait pas été torturé, il faut bien aller jusqu'au bout de l'histoire, fait qu'on peut penser que les Allemands ne pensaient pas qu'il était un agent de la résistance, en vérité. Voilà. Parce que s'il l'avait soupçonné, alors il l'aurait interrogé très, très, très fortement. Quoi. Et c'est une autre nuance, il y a un autre questionnement que vous ouvrez, parce que l'arrestation de Nakache a lieu, alors même si parfois les dates diffèrent, normalement le 21 décembre 1943, avec sa femme Paul et leur fille Annie. Mais cette arrestation, elle fait suite à un attentat du 19 décembre 1943 dans un métro à Toulouse, avenue de Muret. Et là, en quelque sorte, pardon, excusez-moi, tramway bien sûr, oui, tramway avenue de Muret, 19 décembre 1943, et qui vient un peu dissoudre ou questionner la dénonciation elle-même, puisque à la suite de cette attaque du tramway, il y a toute une série d'arrestations. On a vu tout à l'heure que Nakache était recensé en tant que juif.
Il y a le témoignage je pense, d'un membre de la police qui dit mais finalement tout le monde savait où habitait Nakache. Donc ça pose la question, non pas qu'il n'y ait pas eu de dénonciation, mais est-ce qu'aussi l'arrestation relève pas d'une arrestation plus vaste liée à la répression généralisée, aux persécutions antisémites généralisées par les nazis et l'État français. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du mois d'août 1943, c'est absolument terrible à Toulouse. Voilà. D'abord parce que la résistance est organisée, elle frappe, ça pète de tous les côtés, et que la Gestapo réagit. Donc, en même temps, la situation internationale a complètement été bousculée. Hein. Voilà. On est après Stalingrad. L'avenir, personne ne le sait en ce moment-là. Qui va gagner? On espère le débarquement. Le débarquement, il faut l'attendre, bien entendu. Et entre-temps, c'est évidemment... Et donc, des Allemands sont abattus dans un tramway, mais il y en a... Les miliciens sont visés. Les chefs de la milice sont sans cesse... Donc, Toulouse, ça bouge. Parfois même la résistance agit de façon désordonnée, c'est-à-dire que vous avez des assassinats qui troublent d'ailleurs les actions de la résistance. Et puis vous avez des réseaux comme le réseau Morange, par exemple, des gens comme Pélissier, Taillefer, etc. Des gens très organisés, très méthodiques, à la fois dans l'action politique et dans l'action militaire, bien entendu. Il y a des choses comme ça qui sont organisées. Donc la situation est absolument terrible. Et la Gestapo, évidemment, frappe. La Gestapo, il faudrait faire une étude de la Gestapo, parce que vous avez les agents proprement allemands, et puis tous les nervis, toute la racaille qu'on a recrutée et qu'on corrompt, et qui, évidemment, dénonce, etc. Donc la dénonciation, elle est partout. Je veux dire, vous êtes tout individu, plus les rafles, quand vous regardez, évidemment, les rafles qui sont arrêtés. Donc, les Juifs sont visés les premiers, bien entendu, mais ensuite, tous les résistants et toutes les personnes qui sont des opposants. De toute façon, le système allemand est un système qui est une technologie de la déportation, voilà, une économie de la déportation. Il a besoin de la déportation. Voilà. Il faut déporter. À la limite, je m'en fous que vous soyez juif, ou etc. Je vais vous déporter. Parce que, évidemment, ça participe du système terreur qui est le système nazi. Quoi. Voilà. Donc, c'est pas nouveau. Et quand vous prenez les chefs de la Gestapo, il y en a 3 qui se sont succédés à Toulouse. Un gars qui s'appelle Retzek, qui est une espèce de soudard, etc. Ensuite, un autre qui s'appelle Billfinger, etc. Et à la fin de 1943, arrive un gars sourd qui a appris la répression en Union soviétique. Où là, c'est absolument terrible, parce qu'évidemment, on tape... la vie n'a plus aucun sens. Donc, les choses sont absolument terribles. Donc, sur l'arrestation d'Alfred Nakache, les possibilités sont diverses. C'est-à-dire qu'il est pris dans un filet général qui, de toute façon, tout le monde savait où habitait Nakache, tout le monde savait où était son gymnase. Les choses sont... Il était même dénoncé directement par la presse de la collaboration. Donc ça, c'était très, très facile. Ensuite, les attentats, il fallait réprimer. Donc, qui en allait frapper? Krakowski était parti. Il est mort à Auschwitz quelques mois avant. Donc, or, Krakowski, qui était juif allemand, n'avait pas été déchu de sa nationalité française. Lui, il restait français, alors que Nakache était un apatride. Donc, tirer la vérité, c'est absolument difficile. Il y a plusieurs possibilités. Soit on retient ce que disent les agents de la Gestapo, les 25 lettres, et voilà, ça suffit. Soit on peut imaginer aussi que Cartonnet, on n'a pas besoin d'écrire pour dénoncer. Vous pouvez téléphoner, vous pouvez rencontrer des agents de la Gestapo, la dénonciation
elle se fait de façon absolument différente. Chacun aujourd'hui cherche la lettre de dénonciation, mais la plupart des lettres de dénonciation n'existaient pas. Et ensuite, de toute façon, c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est qu'en vérité, la déportation des Juifs, etc., elle a été préparée par la législation de l'État, parce que quand vous édictez, vous écartez les Juifs, par exemple, de la fonction publique, etc., vous créez un corps marginal, un corps de victimes, qui est prêt à être sacrifié. Et ensuite, bien entendu, il suffit véritablement, ils ont été recensés. Donc, le recensement a permis de connaître, les gens se recensaient, se soumettaient. Ils donnaient leur adresse, leur date, leur filiation, tout ça. Donc, ils avaient répondu aux conditions idéales de la déportation et de l'arrestation. Donc il suffisait de trouver le moment et d'amplifier. Et donc on peut imaginer d'ailleurs que si les nazis avaient été restés 4 ou 5 ans de plus, quelle horreur, eh bien toute la communauté aurait été et d'autres aussi. Donc c'est tout le titre du livre qui est explicité avec ce point d'interrogation. Qui a dénoncé Nakache L'hypothèse est plus ouverte que fermée entre une répression d'État, une répression de l'occupant, des rancœurs interpersonnelles, qu'elle relève du militantisme milicien comme pour Cartonnet, ou au contraire plus de concurrence entre autres sportives, mais aussi matinée d'antisémitisme comme avec les Palards. Il y a tout un tas d'autres hypothèses qui sont toutes renseignées par des documents d'archives, soit qui datent de l'époque de l'occupation, soit de l'après-guerre, comme celle trouvée au dépôt central des archives de la justice militaire au Blanc, arrêté donc le 21 décembre, amené à Drancy le 4 janvier 1944 et déporté à Auschwitz avec Paul et Annie, où Alfred sera le seul survivant. Il rentrera en France en avril ou mai 1945. Il va être à nouveau champion de France et il va aussi faire des démarches pour obtenir un statut de déporté. Peut-être qu'on pourrait terminer sur ça avant d'ouvrir les questions au public, Yves. Oui, alors évidemment, alors ça, je l'ai découvert aussi, parce qu'évidemment, on a l'impression qu'Alfred revient de camp de déportation, il reprend l'entraînement, tout va bien. Or, quand vous regardez, alors j'ai eu beaucoup de mal à l'obtenir, la fiche matricule, vous savez, service militaire, etc. On retrouve les bulletins médicaux, enfin les bulletins des médecins qui ont examiné Nakache. Et Alfred est quand même en très mauvais état. C'est encore plus extraordinaire qu'il ait réussi à participer aux Jeux Olympiques de Londres, etc., à reprendre, parce qu'il est très, très, très affecté par sa déportation. Ça n'a pas été, c'était pas les colonies de vacances. Il a été vraiment très, très, très touché. Et à ce moment-là, dans les années suivantes, Nakache va. Alors, Nakache a. Moi, je me pose beaucoup de questions sur lui. Par exemple, évidemment, il se pose la question que tous les déportés se sont posés. Qui m'a dénoncé ? Voilà. Est-ce que j'ai été dénoncé par quelqu'un ? Quand il est à Buchenwald et qu'il a retrouvé Roger Fouché-Créteau, qui a été déporté à Buchenwald, donc Alfred est passé d'Auschwitz à Buchenwald après la marche de la mort, il écrit à Jacques Cartonnet, Sigmaringen peut te protéger, etc. Mais voilà, il désigne Cartonnet. Et ensuite, quelque temps plus tard, sa désignation ou la responsabilité de sa déportation porte sur les Palards. Alors, la question que je me pose, mais ça j'ai pas de réponse, est-ce Fouché-Créteau qui se sert de Nakache, ou en tout cas qui pousse Nakache dans cette voie, voilà. Et puis, à un moment donné, pourquoi Nakache abandonne ? Alors on peut le voir, quoi. Je veux dire, il a cherché les responsables un moment, et puis peut-être, c'est là peut-être sa grandeur, c'est de dire, mais je passe à autre chose, quoi.
je n'oublierai pas, mais peut-être je sais que je ne trouverai jamais ou que je n'aurai pas la vérité, et je passe à autre chose. Et donc moi, ce qui m'intéresse aussi, mais ça, c'est que souvent quand on raconte l'histoire de Nakache, on va jusqu'aux années 50, et puis après, il n'y a plus rien. Enfin, on se dit, mais quand même, il a vécu une vie d'homme, quoi. Enfin, je veux dire, il s'est remarié, il a fait des tas de choses, il a continué, quoi. Pourquoi cette vie-là? Je veux bien que tous les événements dramatiques soient très importants, mais dans une vie, si vous vivez 30 ans de plus, eh bien 30 ans, c'est quand même important dans une vie. C'est pas une bricole. Donc il faut... Moi, jamais je ferai vraiment une biographie parce que je trouve que c'est un exercice absolument impossible de raconter une vie. Souvent, on ne retient que quelques événements marquants, mais tout le reste, comme si le bonheur, à un moment donné, n'était plus possible. Ou si on enfermait Alfred dans cette espèce de tragédie qui a été la sienne, mais que peut-être après, heureusement pour lui, il a pu vivre des instants très importants. Alors je réponds à la question que vous m'avez posée, et ça c'est sur la responsabilité de l'État. Après la libération, une question qui s'est posée a été la question de la définition de la résistance. Qui était résistant? Parce qu'évidemment, en 1945, vous avez beaucoup de gens qui disaient mais moi aussi j'étais résistant. Oui, moi, tout le monde avait fait un peu de résistance. Voilà. Mais évidemment, la participation à la résistance donnait des droits financiers, des droits en matière de travail, etc. Donc il a fallu la définir juridiquement, donner des cartes de résistants. Or, quand Nakache, comme Fouché-Créteau, quand Nakache a demandé à bénéficier du titre de déporté résistant, eh bien la réponse de l'État a été non. Non, parce que les actes de résistance, que ce soit à Toulouse, que ce soit dans le camp d'Auschwitz ou celui de Buchenwald, n'ont pas été reconnus comme des actes de résistance. Ce qui fait que Alfred n'a pu bénéficier que du titre de déporté politique qui était réservé aux Juifs. Ce qui est paradoxal et presque monstrueux, c'est-à-dire qu'on le cantonne à son statut de juif, de juif déporté, en lui refusant cette condition de résistance. Et moi, j'ai trouvé une lettre absolument unique, où il écrit à un directeur administratif, à M. Dubois, etc., et en lui disant, ben voilà, moi, le titre de déporté politique me convenait tout à fait, parce que j'étais solidaire de tous les juifs qui avaient été exterminés, mais à présent que je suis professeur d'éducation physique, je suis fatigué. Je suis fatigué, et peut-être il avait besoin d'une décharge, en fait, ce que permettait l'éducation nationale. Et la réponse de l'État a toujours été non, 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 vous ne bénéficierez pas de ce statut de déporté résistant. Voilà. C'était quelque chose. Donc, la définition de la résistance, alors aujourd'hui, ça paraîtrait totalement anormal. À l'époque, évidemment, c'était ça. C'est-à-dire qu'on définissait des cadres, on mettait les gens dans des cadres, et quand les actes... la preuve de la résistance, c'était d'avoir participé à des actions militaires, etc. Et donc, ce que Nakache avait fait n'était pas considéré comme véritablement des actes de résistance. Merci beaucoup Yves Pourchet. Est-ce que parmi vous, certaines ou certains souhaitent poser des questions à Yves Pourchet, s'il vous plaît? Merci. Je voulais vous poser la question de savoir justement qu'est-ce qu'il a fait après quand il est revenu. Il a repris son travail de professeur d'éducation physique? Oui, alors ça... Il a retrouvé un travail facilement? Oui, ben, de toute façon, il a été réintégré dans l'éducation nationale. Il a exercé son métier. Et puis, à un moment donné, il est parti à l'île de la Réunion. Il avait un jeune frère qui s'appelait William, qui l'a fait venir. Je pense que c'est ses années heureuses. Il s'était marié. À la Réunion, mais avant, il est resté à Toulouse. Il a participé à
ça, il est revenu. Moi, ce qui m'étonne toujours dans la... Ce que je peux... Vous savez, c'est très difficile de juger les gens à partir de documents ou d'archives, quand on ne les a pas connus, même à partir de témoignages, parce que les témoignages sont souvent des documents ou des éléments très subjectifs. Voilà, j'aime pas. Évidemment, on grandit ou on rabaisse les gens. Mais ce que je ressens à travers la personnalité de Nakache, c'est cette espèce d'immense modestie. Voilà. Ne m'en demandez pas plus. Ne m'en demandez pas plus. Voilà, c'était cette modestie, voilà, qui a été la sienne. Alors, moi, je sais aussi que je voudrais aussi être comme lui. J'en ai pas la dimension, mais du côté de la modestie. C'est-à-dire, je sais que les choses ne sont pas terminées. J'espère qu'il y a des documents qui vont sortir. Ça n'arrête pas. Je vais même vous apporter un détail. À un moment donné, j'en parle dans le livre, il y a eu une vente aux enchères. Vous savez, des documents d'histoire aujourd'hui apparaissent parce qu'ils ont été vendus par les familles ou ramassés. Il y a eu tout un lot de photos qui a été vendu en 2023 ou un truc comme ça. Et vous avez des photos d'Alfred, de Cartonnet, de Gibel, etc., qui apparaissent. Quand j'ai vu ce lot de photos, j'ai dit mince, je l'ai manqué. Ça s'est vendu 300 €. Bon, ce n'était pas une somme considérable. Voilà. Et donc j'ai cherché à savoir qui avait acheté ces photos et qui avait vendu ces photos. Moi, quand je regardais ces photos, j'avais l'impression justement que c'était les Fouché-Créteau, parce que les photos étaient dédicacées. Donc on me disait, mais ça peut être. Et donc quand j'ai eu l'expert de la vente, il me dit, c'est un musée du sport qui a acheté ça. Bon, je n'ai pas cherché à plus. Et puis quand le journaliste de l'équipe a fait un papier sur mon bouquin, il a recontacté cet expert. L'expert lui a dit ça. Donc il a contacté, il y a un musée du sport à Nice. Nice a dit non, moi j'ai pas ces documents. Il est revenu et il a appris que ces photos ont été acquises, donc Alfred et tous les autres, par un musée du sport de Santiago du Chili. Donc tout ça est parti là-bas. Voilà. Alors moi j'essaie vainement de contacter la responsable qui ne me répond pas par mail. Bon, j'espère qu'un jour ça va arriver pour savoir. Et alors après j'avais posé la question, j'ai dit mais qui a vendu ça? Et on m'a dit ça doit sortir d'un vide-grenier, on ne sait pas exactement ce qui fait qu'il y a tout plein de documents. Moi je me dis que Cartonnet est mort en Italie, on n'a pas de tombe, on n'a pas d'acte de naissance, on a une date qui est une date bidon. Ces gens-là, à un moment donné, ont écrit à leur famille. Enfin, il y a eu des circulations. C'est pas possible que tout a disparu. Et peut-être Alfred lui-même a noté des choses ou a reçu des témoignages. Je veux dire, à un moment donné, les correspondances ont dû être échangées. Donc, ne désespérons pas, et moi je ne désespère pas, que l'histoire nous apporte encore de nouvelles révélations, quoi. Alors, il y a déjà beaucoup de livres sur Alfred Nakache. Mais d'autres, certainement, vont compléter cet ensemble. Après, évidemment, il est devenu, comme beaucoup de gens, retraités. Donc, il s'est installé à Cerbère, etc. Il a fini sa vie, quoi. Oui, merci beaucoup. C'est très, très passionnant. Effectivement, moi aussi, j'ai été toujours interrogé. On l'a cru mort à Toulouse. On croyait qu'il ne reviendrait pas du camp. Et on a inauguré donc le nom de la piscine Alfred Nakache, justement parce qu'on pensait qu'il était mort. Et puis tout d'un coup, il est revenu. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Comment ça se fait qu'on l'a cru mort, et puis mort, ou plus exactement, il n'est pas revenu? Il était mort parce que des gens ont dit qu'il était mort. Voilà. C'est-à-dire que, évidemment, dans la période de libération des camps, etc., c'est un grand chaos, là. Je veux dire,
il faut que les gens reviennent, soient identifiés, soient traités administrativement. À Toulouse, on ne savait pas. Et d'ailleurs, ça m'a aussi assez intéressé, parce que, enfin même beaucoup intéressé. On était dans une telle incertitude, mais Toulouse avait tellement souffert, etc. Elle avait peut-être autre chose à penser que Nakache aussi. On a pensé à Nakache, mais il y avait beaucoup de choses. Et à un moment donné, l'enquête administrative sur la déportation de Nakache n'a été possible, n'a été diligentée, que parce que le père d'Alfred en Algérie écrit au préfet, qui écrit au gouverneur général de l'Algérie française, qui va interroger le préfet de Haute-Garonne en lui disant « Dites-nous ce qui s'est passé pour Alfred Nakache ». Et à ce moment-là, on a un rapport de police qui raconte les conditions, qui reconstitue la déportation, c'est-à-dire l'arrestation d'Alfred, de sa femme, de la petite Annie, qui est placée à la maison des mères. Mais le gars de la Gestapo dit la responsabilité de Nakache est tellement grande, on reprend l'enfant et on déporte tout le monde. Donc tout ça est reconstitué à la fin de 1944, à la suite de la lettre du père d'Alfred. Donc pendant des mois, on ne sait pas. Et la rumeur de la mort de Nakache, certains disent même on a retrouvé sa tombe. Vous voyez, c'est complètement aberrant. Jusqu'au jour où on apprend Alfred est vivant. Voilà. Alfred est vivant et il va rentrer et donc il va revenir, quoi. Donc, mais il faut quelques mois, il faut imaginer le trouble de cette période, etc. Les conditions même de circulation, d'information étaient très très difficiles. Ce qui fait que quand on donne le nom de la piscine, le nom de Nakache, évidemment, on pense qu'il est mort, voilà, qu'il est perdu. Oui, bonsoir Yves. Alors je me présente pour tout le monde. Je m'appelle David Nakache et je suis l'un des neveux d'Alfred Nakache et le dernier professeur de PS de la famille, encore en activité. Donc, parmi le public, il y a certains collègues ou anciens collègues du lycée des Arènes où je professe encore. Et ce que je voulais dire, c'est que je voulais apporter un témoignage sur le travail d'Yves. Déjà, nous nous sommes connus déjà pour un reportage sur France 2. Et nous avons pas mal échangé, pas mal discuté sur mon vécu personnel avec Alfred, puisque moi je l'ai très bien connu. Il est décédé, j'avais 17 ans et je faisais partie des amis. Je faisais partie des. Pardon, je voyais un ami en même temps. Je faisais partie des chouchous de la famille et donc je partais souvent en vacances avec lui, donc je l'ai très bien connu. Et il est décédé juste avant que je parte avec lui. Donc voilà, j'ai un souvenir assez fort le concernant. Concernant Yves, déjà je voudrais lui rendre hommage parce qu'il fait un travail véritablement d'histoire, sans émotion particulière, et on en a besoin quand ça concerne justement les faits historiques. Il faut prendre du recul et ne pas se laisser déborder. Concernant des petites questions concernant pourquoi le nom de la piscine municipale est devenu Alfred Nakache. Bon, bien sûr, tout le monde pensait qu'il était mort, parce que quelqu'un qui partait dans les camps de concentration, la plupart savaient qu'on n'en revenait pas, surtout quand en plus on sait qu'il a eu la marche de la mort et que les conditions dans lesquelles ça s'est fait, peu en revenaient. Mais moi, ce que je retiendrai, c'est qu'en fin de compte, ça a été aussi donné pendant la guerre. C'est que les Allemands n'étaient pas encore partis, qu'on avait déjà donné le nom de la piscine d'Alfred Nakache. Le hasard fait que j'enseigne dans un gymnase qui s'appelle le gymnase Pierre Montanet et qui n'est autre qu'au niveau de la rue Raymond Badiou. Et Raymond Badiou n'était autre que le maire qui avait donné le nom de la piscine d'Alfred Nakache. Donc voilà, c'était là aussi un acte de résistance. Et il fallait le faire, et il l'a fait. Et donc tout le monde pensait qu'il était mort, et il est vrai que mon grand-père,
que je n'ai jamais connu, s'était empressé de pouvoir demander des informations concernant la vie de son fils. Et c'est comme ça que, véritablement, on a pu retrouver un petit peu le cheminement, parce que, bien sûr, Alfred, lui, quand il est revenu dans sa famille, n'en a jamais parlé. C'était un tabou. Tout le monde savait, mais personne n'en parlait. Voilà. Et pourquoi on en sait peu ? Parce que, justement, dès les années 50, une chape de plomb s'est posée sur son esprit, et à partir de là, personne n'osait lui poser des questions, et seul, avec des personnes qui avaient vécu la même chose, il pouvait, soit par le regard, soit par les mots, tout simplement dire un petit peu ce qu'il avait traversé. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on n'en sait pas beaucoup. Au niveau de la famille, on en sait peu. On sait qu'il a traversé des moments difficiles, il a raconté sur des cahiers sur lesquels il a écrit dans les camps. Mais après, nous, en tant qu'enfants, parce que j'étais un enfant, nous, en tant qu'enfants, il était hors de question de lui poser des questions concernant, c'était un tabou, fallait pas. Et juste en tant qu'anecdote, la seule chose qui m'a fait rappeler que j'aurais dû me taire, c'est qu'à l'âge de 15 ans, à l'époque, la Volkswagen, la Golf décapotable, c'était la Golf, c'était la voiture la plus superbe qui existait. Et lui, il adorait les cabriolets. Il avait une 304 complètement pourrie, qui était cabriolet. Et un jour, elle est tombée en panne. Et avec mon frère, on lui avait dit, écoute, si on gagne au loto, parce que c'était un grand joueur de loto et de tiercé, si on gagne au loto, on t'achètera une Golf décapotable. Et je peux vous dire qu'en l'espace d'un millième de seconde, la seule réponse, il a dit jamais une voiture de Bosch. Voilà, c'était la seule. Voilà, c'était une anecdote qui était pour nous. On a compris en 3 secondes qu'on avait fait une grosse bévue. Et vous voyez, même nous, en tant que juifs, on n'avait pas saisi. Vous voyez, en tant qu'enfant, on n'avait pas saisi véritablement l'importance des choses. Et que l'on soit juif ou pas juif, ceux qui ont connu la déportation et ceux qui ont connu les Français non juifs, qui ont connu les départs en Allemagne, je peux vous assurer qu'un Bosch restait un Bosch. D'accord ? Même dans les campagnes les plus reculées, ils savaient ce que ça voulait dire. Et quand on reçoit cette réponse aussi sec, on sait que voilà, on a dépassé un petit peu les bornes et qu'en aucun cas il fallait continuer. Voilà. Donc voilà, c'était un petit témoignage que je voulais donner. Et voilà. Donc c'était voilà, Yves a donné des hypothèses, des directions qui ont été qu'on appelle ça vérifiées et qui sont vérifiables. Mais pour l'instant, on ne sait pas véritablement qui a véritablement dénoncé Alfred. Mais en tout cas, le pire, c'est que ça a été fait. Voilà. Merci. Merci. Bien, merci David. Juste un mot, parce que évidemment c'est quand on pense que Roland Pallard a exercé la médecine à Toulouse jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Donc Roland Pallard qui était désigné, mais il est peut-être pour rien. Il a eu des mots terribles, mais on peut tous être idiots à un moment donné, être méchants, être jaloux, ça c'est possible. Bon. Il a franchi, on ne va pas en faire un coupable pour autant, mais il est resté à Toulouse. Donc je me dis, mais Toulouse, comment vivait Toulouse, quoi, tout le monde connaissait cette histoire, tout le monde savait exactement ce qui s'était passé. Ce qui prouve qu'à un moment donné, les yeux se ferment, les oreilles, voilà, et la vie continue. C'était peut-être ça la grande leçon des choses, quoi. Voilà. Vous venez d'écouter Yves Pourchet, auteur de Qui a tué Nakache, enquête 1943-1962, aux éditions Gossen, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, mercredi 17 décembre 2025. Réalisation et mise en onde de la rencontre, Radio, en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.